Soyons honnêtes, l'armée russe est nulle. On nous a tous dit que c'était la deuxième plus puissante au monde, une superpuissance mondiale, une force à craindre. Et puis, l'Ukraine est arrivée. Et soudain, la puissante machine de guerre russe a commencé à ressembler à une relique rouillée de la guerre froide. La vérité, c'était tout de la fumée et des miroirs, les tanks qui tombent en morceaux, la stratégie coincée dans les années 70, le leadership corrompu et sans idée. Et les troupes affamées se rendant ou pire. Ce n'est pas seulement un échec, c'est une véritable humiliation militaire, une humiliation pour Poutine, et cela se déroule en temps réel. Alors aujourd'hui, nous levons le voile sur le mythe militaire de la Russie, et vous montrons les preuves. Vous rappelez-vous des gros titres qui ont fait la une de tous les grands médias en février 2022 ? Le monde a regardé avec horreur les forces russes déferler à travers les frontières de l'Ukraine dans ce qui était censé être une opération militaire spéciale éclair. Selon les calculs de Poutine, qui étaient même soutenus par certains analystes occidentaux le premier jour, Kiev tomberait en quelques jours. Selon les rapports, les généraux russes auraient emballé des uniformes de parade, pensant défiler victorieusement dans la capitale ukrainienne en 72 heures. Comme nous le savons, cela ne s'est jamais produit. Bien que la Russie ait envahi l'Ukraine et soit allée jusqu'à la périphérie de la capitale ukrainienne, l'invasion initiale a spectaculairement calé. Les forces russes, malgré une supériorité numérique écrasante sur le papier, ont flanché et perdu tout élan qu'elles auraient pu avoir dès le départ. L'analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre montre que la campagne initiale de la Russie a échoué dans son objectif principal de mener des opérations pour saisir Kiev, Kharkiv, Odessa et d'autres grandes villes ukrainiennes afin de forcer un changement de gouvernement. Ces rapports sont apparus dès avril 2022, suggérant que le Kremlin a dû revenir sur les objectifs de l'invasion, après seulement quelques semaines de combat. Pourquoi cette armée supposément de classe mondiale a-t-elle trébuché si mal ? En pratique, l'ampleur réelle de l'invasion, avec la stratégie militaire initiale, était vouée à l'échec dès le départ. Vous voyez, l'invasion terrestre de Kiev et la suivante dans le Donbass était la toile de fond d'une tentative de coup d'État du gouvernement ukrainien tout entier. La première bataille critique de la guerre n'a pas été menée sur l'un quelconque des fronts entre Kiev et Moscou, mais à l'aéroport de Kiev. Le matin de l'invasion, environ 200 forces d'élite hautement entraînées et expertes devaient être livrées par avion à l'aéroport de Hostomel, l'un des plus grands d'Ukraine, situé à quelques kilomètres du centre-ville de la capitale. L'objectif était de capturer l'aéroport, en utilisant uniquement de l'infanterie insérée par voie aérienne, avec le soutien de 20 à 34 hélicoptères de transport et de combat. L'opération visait à établir un pont aérien à moins de 10 km de Kiev, rapide, audacieux et dangereusement proche du cœur de la capitale ukrainienne. La prochaine étape du plan impliquerait un transport massif de troupes depuis Moscou ou Saint-Pétersbourg, avec des rapports suggérant que jusqu'à 5000 troupes sont préparées pour le transport. Ces troupes auraient un accès direct à Kiev par l'aéroport occupé, qui était auparavant facile à atterrir. Certains des plus grands avions du monde prenant d'assaut le bâtiment du Capitole et prenant le contrôle du gouvernement pour permettre à Poutine une victoire sans faille. Mais la prise initiale de l'aéroport a horriblement mal tourné. L'armée ukrainienne, informée des mouvements russes hostiles, a bloqué la piste avec des véhicules, empêchant l'atterrissage de la première vague de troupes russes. Les hélicoptères ont dû atterrir à quelques centaines de mètres de l'aéroport, tout en étant malmenés par des missiles anti-aériens portables IGLA, et un seul canon anti-aérien ZU-23, et subissant les premières pertes sous la forme d'au moins 4 hélicoptères abattus lors de l'approche. La bataille entre les forces russes et ukrainiennes a été surprenante, avec des allers-retours, malgré la supériorité présumée des troupes spéciales russes face aux conscrits ukrainiens. Néanmoins, les troupes russes ont occupé l'aéroport, mais seulement quelques heures après le calendrier prévu. À ce moment-là, l'armée russe subissait elle aussi des retards. L'infanterie mécanisée biélorusse a été retardée par les défenses ukrainiennes et n'atteindra l'aéroport que demain. Le transport aérien qui devait venir de Russie et renforcer les troupes initiales avec ses 5000 hommes a été rappelé car il n'y avait nulle part où atterrir. L'infanterie mécanisée ukrainienne a bombardé l'aéroport afin de le rendre inutilisable pour les forces russes entrantes. Le prélude à l'invasion annonçait ce qui allait suivre. Mais les problèmes sous-jacents qui en ont fait une impasse sont répartis dans toute l'armée, ce que nous allons approfondir. Prenons, par exemple, les pénuries d'équipements généralisées dans l'armée, qui iraient à l'encontre de l'éthos du pays, comme ayant l'une des armées les plus préparées au monde. Pendant les premiers jours de l'invasion, un convoi russe de 35 miles est resté immobilisé à l'extérieur de Kiev. Les problèmes de carburant et d'approvisionnement étaient un facteur majeur,
mais pas l'unique raison. La résistance, par des frappes de drones et des embuscades, a été cruciale pour stopper le convoi. Cette avancée bloquée faisait partie d'une plus grande force mécanisée visant à capturer l'aéroport et à pousser vers la capitale. Pourtant, cette force, représentant un pays qui exporte plus de pétrole et de gaz que presque tous les autres, a été abandonnée sur le bas-côté. Pour empirer les choses, des médias indépendants et des publications virales sur les réseaux sociaux ont vite révélé des soldats russes pillant des épiceries ukrainiennes pour se sustenter. Pourquoi ? Parce que certaines troupes en première ligne recevaient des rations militaires périmées depuis 2015. Selon l'OTAN, la Russie a grandement sous-estimé les besoins logistiques de son ambitieuse offensive sur 3 fronts. Leurs chaînes d'approvisionnement se sont rapidement effondrées face à la réalité. En termes militaires, ce n'est pas qu'un revers tactique, mais un manquement essentiel à la planification militaire élémentaire. L'Institut royal des services unis a supposé que l'ampleur de l'invasion dépassait largement ce que l'armée pouvait réellement distribuer. En conséquence, les ordres réels d'envahir l'Ukraine, accompagnés d'ordres de fournir des rations, du carburant et de l'équipement aux forces qui constitueraient la première vague de l'invasion, n'est arrivée que 24 heures avant le début de l'invasion. Pris, surpris, les hauts gradés de l'armée russe ont fait leur possible, laissant le gros du travail aux officiers subalternes. Ces officiers manquent également de la formation nécessaire pour gérer ces problèmes, ce qui doit être abordé. Peut-être que vous pensez, d'accord, ils ont eu quelques problèmes d'approvisionnement. Cela arrive en guerre, non ? Certes, mais qu'en est-il de l'équipement qu'ils ont réussi à déployer ? On estimait que la Russie possédait certains des plus grands arsenaux de chars, d'artillerie et de véhicules de soutien d'infanterie au monde. Les défilés militaires à Moscou ont, au fil des ans, mis en avant les progrès de l'industrie militaire russe. Cependant, il s'avère qu'une grande partie du programme de modernisation tant vanté de la Russie était plus de l'esbrouf que du concret. Selon Oryx Intelligence, qui documente les pertes d'équipements militaires avec des preuves photographiques, voici les chiffres. La Russie a perdu plus de 1000 chars la première année de guerre, atteignant 2800 à la fin de la deuxième année. C'est plus que le nombre total de chars en service actif dans les armées britanniques, françaises et allemandes réunies à l'époque. Une estimation plus récente après la troisième année complète porte le compte à un stupéfiant 3800 chars. La Russie a perdu plus de 12 000 véhicules de combat blindés au total entre 2022 et 2025, et ce ne sont que des chars. Les chars de combat principaux utilisés par la Russie étaient les T-90S et T-80 versions améliorées de conception soviétique, et bien plus capables que ce que l'Ukraine a déployé au début de l'invasion, le T-84 et le T-64 modernisés. Mais les forces ukrainiennes ont détruit, endommagé ou capturé des centaines de ces chars modernes. Les chars modernes avaient encore des faiblesses cruciales des conceptions soviétiques, qui cherchaient à réduire la complexité, la maintenance et les besoins en personnel. Un exemple vital était le système de chargement automatique. Bien que cela permette aux chars de tirer plus rapidement sans avoir besoin d'un membre d'équipage pour recharger l'armement principal, le stockage de munitions sur le char s'est avéré non blindé. Cela permettrait aux Ukrainiens de cibler le stockage avec des mines ou des drones, décimant potentiellement l'ensemble du char. Cependant, certains chars ont été plus tard trouvés avec des blocs d'armure réactive remplis de caoutchouc ou de carton au lieu d'explosifs. Cela suggère que la production de chars est nettement inférieure aux objectifs présumés. La corruption rampante et le sous-financement ont poussé la Russie à envoyer du matériel défectueux ou obsolète au front. Les problèmes d'équipement ont été soulignés par des rapports début 2023, montrant que la Russie déployait des T-62 soviétiques et même des T-55 pièces de musée plus anciennes. Les images et les analyses suggéraient que ces chars étaient obsolètes dans la guerre moderne de char à char, plus adaptés à la défense statique qu'aux assauts en première ligne. Ainsi, il a fallu moins d'1 an aux stratèges russes pour déplacer les poteaux de but de l'invasion et de la capture de l'ensemble de l'Ukraine. Pour créer une ligne défensive avec de vieux chars pour empêcher l'armée ukrainienne de reprendre le Donbass. Et ce n'était pas tout. Le T-90 est sa version avancée. Le T-90 000 n'était pas prévu pour être le summum des chars russes. Ce privilège, si l'on peut dire, revient au T-14 Armata. Cependant, le programme T-14 a fini par être infesté de problèmes. Lorsque le char a été initialement conçu et présenté en 2014, les forces armées russes ont fièrement annoncé qu'elles se procureraient 2300 de ces chars d'ici 2020. Cela lui donnerait 2 ans pour former ses troupes avec les nouveaux chars et développer des stratégies adaptées aux véhicules modernisés. L'estimation du nombre de chars a constamment diminué. En 2021, elle n'était que de 100 pour 2025. Ce nombre a encore été réduit à plus de 40 après 2023. Des rapports de 2023 ont montré des images de ce qui semblait être quelques T-14 en Ukraine.
Mais même ces derniers véhicules semblent avoir été retirés du front quelques semaines plus tard. Les premières affirmations selon lesquelles les chars étaient envoyés en Ukraine ont été réfutées au lieu d'envoyer des T-90S, qui étaient beaucoup plus économiquement viables. Il est plus probable que la Russie ait retiré les chars du front, pour éviter la honte de perdre des machines de pointe face à des chars de l'époque soviétique dépareillés, des pièces obsolètes offertes par l'OTAN et des drones commerciaux modifiés. Et l'armée de l'air russe ne s'en est pas beaucoup mieux sortie, malgré l'une des plus grandes flottes d'avions de combat au monde. Sur le papier, la Russie n'a pas réussi à établir sa supériorité aérienne sur l'Ukraine. Pourquoi ? Eh bien, des rapports du renseignement de l'OTAN suggèrent que de nombreux pilotes russes ne reçoivent que 50 à 100 heures de formation par an, comparativement au minimum de 180 heures de l'OTAN. Ils ne savent pas opérer efficacement dans un espace aérien contesté. De plus, la force aérienne a été conçue pour être directement soutenue et guidée par les forces terrestres russes. Les pilotes russes ne obtiendraient leur cible des opérateurs au sol sur le front ou des défenses statiques en Russie. Selon la doctrine militaire russe, une guerre défensive était considérée comme le scénario le plus probable. Avec des défaillances généralisées d'équipement et de logistique, les avions russes n'avaient rien de pertinent à faire. Avec un manque de formation et parfois même un manque d'équipement Global Positioning System fonctionnel, comme le montrent les images d'avions attachant des appareils Global Positioning System commerciaux au cockpit. Les avions ont été relégués à l'envoi de bombes thermoplanantes à longue portée, avec leur lot de problèmes et de défaillances. Le manque de progrès militaro-industriel pourrait s'expliquer par les incroyables contraintes sur son économie, l'effet déséquilibré de l'industrie énergétique russe sur la production domestique et la corruption. La Russie manque tout simplement de capacité industrielle pour produire en masse des systèmes avancés. Les sanctions occidentales ont grandement limité l'accès de la Russie aux microélectroniques essentielles et autres composants high-tech. Selon des rapports, les fabricants d'armes russes ont récupéré des composants de semi-conducteurs provenant d'appareils électroménagers, tels que réfrigérateurs et lave-vaisselle, afin de construire des systèmes militaires. Même avant l'invasion, l'économie russe était truffée de problèmes. Les exportations de gaz et de pétrole représentent une part importante des revenus du pays, approchant parfois les 50%. L'industrie de l'énergie s'est développée au détriment des autres, avec une main-d'œuvre en forte baisse pour compenser les salaires en hausse et les offres d'emploi du secteur. En même temps, les pertes exorbitantes que la Russie a subies, perdant environ 783 000 soldats, entre 2022 et 2025, y compris plus de 170 000 tués et des centaines de milliers de personnes handicapées de manière permanente. Parallèlement, l'émigration de près de 900 000 personnes a poussé le pays vers des pénuries de main-d'œuvre sans précédent. Bien que tous les blessés n'aient pas été incapacités, l'ampleur des décès, des handicaps et de la fuite des cerveaux a contribué à l'augmentation du chômage et à la réduction de la main-d'œuvre. Cela menace de saper la résilience économique et militaire à long terme de la Russie. Malgré la crise croissante, les responsables gouvernementaux russes ont régulièrement publié des données contradictoires sur les écarts de main-d'œuvre et les tendances démographiques, suggérant une tentative active d'obscurcir la gravité du problème et de préserver le récit de guerre du Kremlin. Le manque de puissance militaire de la Russie va au-delà des défaillances technologiques et matérielles dues à un manque d'industrie. Les tactiques de l'armée sont parfois jugées insensées. Les analystes militaires ont documenté des unités russes menant des assauts frontaux à travers un terrain ouvert contre des positions ukrainiennes préparées, une stratégie appelée « attaque de vagues humaines ». Les pertes en résultant ont été stupéfiantes. Dans certains secteurs, les forces russes ont subi des pertes quasi totales de bataillons entiers. Cela a entraîné une démoralisation grave et une pénurie de main-d'œuvre dans l'armée, aggravant les échecs à venir. Encore plus choquant fut l'échec de la Russie à coordonner efficacement les opérations interarmées, intégrant infanterie, blindés, artillerie et soutien aérien. C'est les opérations militaires, sans un, une compétence fondamentale que les armées professionnelles auraient dû maîtriser il y a des décennies. Au lieu de cela, ce que nous voyons, ce sont des chars russes opérant sans soutien d'infanterie, ce qui en fait une proie facile pour les équipes anti-chars ukrainiennes. Nous avons observé l'infanterie russe progresser sans reconnaissance adéquate ni appui-feu, et leur artillerie, pourtant réputée être leur meilleur atout, effectuer des tirs de zone imprécis plutôt que des frappes chirurgicales. Mais avec le temps, cette stratégie a évolué. Selon des analystes militaires britanniques, la Russie adopte désormais une approche de précision de masse, utilisant davantage de munitions guidées de précision pour le tir de contre-batterie. Alors, qu'ont tous ces éléments en commun ? La réponse courte est le manque de formation et la corruption des officiers. Premièrement, les généraux russes ont dû se positionner dangereusement près des lignes de front, parce que leurs troupes ne peuvent tout simplement pas opérer efficacement sans supervision directe. Cela en dit long sur le manque d'initiative et de formation chez les officiers subalternes non commissionnés. Le Conseil national de l'audiovisuel a présenté un rapport détaillé sur la formation des forces armées russes, mettant en évidence plusieurs problèmes.
Toutes remontent à 2009, qui n'ont pas été corrigées au moment où l'invasion est arrivée. Par exemple, un problème de longue date dans l'armée est la séparation entre les soldats sous contrat et les soldats conscrits. Cela est encore aggravé par un manque de standardisation dans la formation, car chaque unité russe mène une formation interne sans normes ni exigence de rapport à l'échelle nationale. La Conseil national de l'audiovisuel a indiqué que des officiers avaient été licenciés pour avoir exagéré leur succès avant la guerre en Ukraine. Cependant, l'invasion ne montre aucune amélioration à cet égard. La Conseil national de l'audiovisuel a attribué l'essentiel du problème à l'infrastructure militaire rigide de la Russie, à sa doctrine et à ses régimes d'entraînement. Les officiers sont entraînés à obéir à leurs supérieurs, et le combat est basé sur des missions et objectifs prédéfinis plutôt que des réponses dynamiques. La nature verticale du commandement russe a créé une armée incapable de s'adapter aux conditions de combat qui changent rapidement. Les forces ukrainiennes font preuve d'agilité et de décentralisation, tandis que les unités russes attendent souvent des ordres d'en haut, causant des retards fatals sur le champ de bataille moderne rapide. Sans encadrement direct des officiers, les soldats russes se sont dispersés. Pris en embuscade, la plupart des conscrits russes se sont rendus sans résistance. Les tactiques de vagues humaines mentionnées précédemment ont causé des pertes stupéfiantes. Les soldats capturés ont affirmé qu'ils étaient non forcés d'avancer, ou auraient été abattus par leur propre commandant. L'ampleur de la mauvaise gestion et du manque de formation a culminé en août 2024, lorsque l'Ukraine a réussi à monter une contre-invasion à Koursk, qui contenait des vagues de conscrits russes se rendant aux Ukrainiens entrants, citant un manque de formation, de préparation et d'ordre clair des officiers supérieurs. Ensuite, les systèmes de communication sécurisés russes ont tellement échoué que les hauts gradés ont dû utiliser des téléphones non sécurisés, les exposant aux renseignements ukrainiens et aux frappes précises. Et ces mêmes officiers ont passé des années à essayer de contourner les règles et réglementations de l'armée. Sur le papier, le budget militaire pré-guerre de la Russie oscillait entre 60 et 70 milliards, bien moins que les dépenses combinées des pays de l'OTAN. Où est allé tout cet argent ? Dans les poches de fonctionnaires et généraux corrompus, une situation qui n'a pas changé selon de récents rapports. Transparency International classe la Russie parmi les pays les plus corrompus du monde. Cette corruption imprègne tous les échelons de l'armée. Des officiers d'approvisionnement, acceptant des pots de vin pour approuver des équipements de qualité inférieure, des commandants d'unités vendant carburant et fournitures au marché noir, jusqu'aux entrepreneurs livrant des coquilles vides au lieu de systèmes d'armes fonctionnelles. Des enquêtes menées par des médias indépendants ont révélé des exemples choquants de soldats fantômes inexistants dont les salaires allaient aux commandants, des projets de construction militaire fictifs et des contrats de maintenance pour des véhicules inutilisés depuis des années. Cette corruption systématique a érodé les capacités militaires de la Russie de l'intérieur. On ne peut pas construire une force de combat efficace lorsque tout le monde dans la chaîne de commandement grappille par le haut. Pire encore, malgré les pertes croissantes en Ukraine, l'armée russe manquait cruellement de soldats. Leur solution ? Le groupe Wagner, dirigé par le désormais défunt Yevgeny Prigojine, a commencé à recruter directement dans les prisons russes, offrant des pardons en échange de 6 mois de service. Ces condamnés, beaucoup purgeant des peines pour des crimes violents, ont reçu une formation minimale avant d'être envoyés en première ligne. Des rapports indiquent que certains n'ont reçu qu'une semaine de préparation avant le déploiement au combat. Les résultats ont été catastrophiques. Les commandants de Wagner utilisant ces recrues de prison comme soldats jetables dans des attaques de vagues humaines pour révéler les positions ukrainiennes. Et même ces quelques normes qui étaient accentuées par la Conseil national de l'audiovisuel auparavant semblent avoir chuté. La mobilisation partielle de septembre 2022 a envoyé en Ukraine des hommes sans expérience militaire, mal équipés et peu entraînés, en moins d'un mois. Selon le même rapport, les anciens conscrits de l'armée avaient peu de chances de bénéficier d'une formation de remise à niveau. Comparé aux normes de l'OTAN, où la formation de base de l'infanterie dure des mois, suivie d'une spécialisation au sein de l'unité, la disparité de préparation est flagrante et reflète un mépris fondamental pour la valeur de la vie des soldats russes. La Russie désespérée a déployé plus de 10 000 soldats nord-coréens pour combattre aux côtés des forces russes à Koursk. De plus, la Russie a recruté des mercenaires de Syrie, Libye et République centrafricaine pour renforcer ses troupes. Ce n'est pas le comportement d'une grande puissance militaire, mais le geste désespéré d'un pays incapable d'atteindre ses objectifs par lui-même. Le déploiement de troupes nord-coréennes est très révélateur. La Corée du Nord, pays parmi les plus pauvres et isolés au monde, n'est pas connu pour son excellence militaire ou sa formation avancée. Le fait que la Russie se tourne vers de tels alliés révèle l'état de sa propre main-d'œuvre militaire. Pour ajouter l'insulte à l'injure, ces troupes nord-coréennes ont fini par être retirées seulement 3 mois plus tard, après des rapports citant plus de 3000 victimes. Malgré l'envoi de renforts par Pyongyang, le mal était fait.
Les efforts de la Russie pour consolider ses lignes de front avec des renforts étrangers ont échoué de façon spectaculaire. Examinons la situation globale avec du recul. Quels étaient les objectifs stratégiques de la Russie en Ukraine? Principalement, il cherchait à 1. Empêcher l'expansion de l'OTAN, 2. Démontrer le statut de grande puissance de la Russie, et 3. Sécuriser un État tampon amical à leurs frontières occidentales. Au contraire, la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, élargissant spectaculairement la frontière de l'alliance avec la Russie, dont la réputation militaire a été brisée. La guerre a exposé les faiblesses de la Russie, encourageant ses rivaux, et a renforcé les liens entre l'Ukraine et l'Occident, avec des milliards d'aides militaires la transformant en un redoutable rempart anti-russe. Le Kremlin a dû déplacer plusieurs fois le point de référence de l'invasion, qui devait initialement ne durer que quelques jours. En avril 2022, la nouvelle stratégie visait finalement à capturer l'Ukraine via le Donbass. Près de 3 ans plus tard, l'Institut pour l'étude de la guerre a rapporté que les forces russes n'ont pas réussi à briser l'Ukraine, malgré l'expansion d'énormes ressources militaires, humaines et économiques à plusieurs efforts offensifs. Selon l'Institut, la Russie a exploité presque tous les aspects de son armée, au lieu de se limiter à l'utilisation d'équipements avancés et de forces spéciales. Malgré cela, elle n'a pas réussi à faire une percée significative, la plupart des lignes de front étant restées quasi inchangées tout au long de l'année 2024. Le consensus est brutalement clair. L'armée russe a sous-performé même les évaluations pré-guerre les plus pessimistes. Vu ses problèmes profonds et systémiques, le pronostic à court terme pour l'avenir de l'armée russe est sombre. La Russie a épuisé une grande partie de son équipement moderne, dépensé énormément de munitions et perdu beaucoup de son personnel le mieux formé. Même si le conflit en Ukraine se terminait demain, la Russie aurait besoin de nombreuses années pour reconstruire ses forces conventionnelles. La reconstruction sera entravée par les sanctions occidentales, limitant l'accès aux technologies clés. Une économie en difficulté ne pouvant soutenir des dépenses militaires élevées, et une crise démographique limitant le bassin de recrues potentielles. La Russie devrait entreprendre des réformes douloureuses pour résoudre les problèmes culturels et structurels révélés. Cela impliquerait de lutter contre la corruption profonde, restructurer le commandement pour responsabiliser les officiers subalternes, moderniser la formation et encourager une culture valorisant l'évaluation honnête plutôt que le mensonge pour sauver les apparences. Vu la nature du système politique russe actuel, de telles réformes paraissent improbables. Une réorganisation cosmétique a plus de chances de préserver le système dysfonctionnel sous-jacent. Cela ne veut pas dire que la Russie n'est pas dangereuse. Un ours blessé est souvent le plus dangereux. Et la Russie conserve une capacité significative à nuire, notamment avec son arsenal nucléaire et sa volonté de cibler civils et infrastructures. Selon vous, la Russie peut-elle restaurer sa puissance et sa structure militaire malgré ses problèmes profondément enracinés? Ou cela est-il impossible à court terme? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci comme toujours de regarder. Regardez, pourquoi la marine russe est nulle? Ou cliquez sur cette autre vidéo.